cette deuxième partie de la conférence DailyFX FXCM. Pour la petite partie introductive, je vais vous la faire très rapide. Donc cette conférence qui, je l'espère, vous plaît, est organisée par le broker FXCM, qui est un spécialiste sur le marché d'échange avec plus de 250 000 clients à travers le monde. Je suis Nicolas Chéron, directeur de l'équipe DailyFX. Nous sommes 4 analystes en France et une vingtaine d'analystes à travers le monde. Vous avez normalement tous eu des questionnaires, si vous pouvez les rendre encore une fois, c'est très gentil. Pour ceux qui ont eu les guides des traders à succès, c'est une bonne chose. Pour ceux qui en voudraient, n'hésitez pas à les demander. Si on n'en a plus, on vous les enverra en version PDF. Si vous avez des questions concernant ce qu'a dit un intervenant, concernant une présentation, concernant un webinaire dont on vous a parlé, n'hésitez pas, prenez les coordonnées de n'importe quelle personne de l'équipe DailyFX ou de l'équipe FXCM et on vous répondra dès lundi le plus rapidement possible. Vous avez eu aussi un programme complet des formations qu'on organise sur les 1 mois et demi à venir, avec des formations, des journées d'immersion dans les locaux FXCM pour les nouveaux clients. Vous êtes au courant que Karen Pelwal a écrit un livre sur Ishimoku, le premier en français. Karen a, je crois, quelques livres à vendre, mais je crois que tout le monde a sauté dessus. Peut-être qu'à la pause de 15h30, vous pourrez aller voir Karen sur le stand FXCM à l'extérieur pour pouvoir peut-être obtenir ce livre en exclusivité, puisque sa sortie sera pour février 2014. Alors, pour commencer cet après-midi, j'ai des ténors avec moi. Olivier Delamarche, Philippe Béchade, qui sont économistes, macroéconomistes, journalistes, mais qui, de toute façon, on fait tous de tout. On fait tous un peu d'économie, d'analyse technique, d'analyse fondamentale, parce qu'on ne peut pas tout simplement couvrir tous les marchés en faisant juste de la macroéconomie ou juste de l'analyse technique. Le but, c'était, en quelque sorte, de vous livrer nos conclusions, nos études, ce dont on discute en tant que professionnel, quand on s'envoie des emails, quand on s'appelle, quand on mange ensemble, pour tout simplement commenter ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers et notamment sur les indices boursiers qui perdent la tête. Nous allons donc voir aujourd'hui que le CAC 40 devrait monter vers 5000 points relativement rapidement, n'est-ce pas? Donc je pense que tu peux appuyer sur le premier bouton. La petite flèche à droite. Voilà. Alors, petite présentation, nous avons Olivier Delamarche, ici présent, président de Platinum Gestion, qui passe souvent sur BFM et qui fait de la macroéconomie. Nous avons Philippe Béchade, cette fois je suis très content d'avoir Philippe, on ne l'avait encore jamais eu avec nous en conférence. Philippe qui est rédacteur pour la chronique Agora, qui écrit aussi les superbes points de clôture du marché de Wall Street sur le site Cercle Finance, que vous retrouvez sur de très nombreux sites internet. Un point assez caustique, si je puis dire, qui me plaît énormément, très factuel. Et nous allons aborder différents thèmes. Donc moi je vais faire en sorte qu'il ne parle pas trop pour qu'on puisse respecter le timing, sinon on est là pendant 3-4 heures je pense. Et on va essayer de passer en revue des chiffres, des faits, des statistiques macroéconomiques, techniques, statistiques, et on va parler aussi de la psychologie un petit peu des intervenants. J'espère que ça vous plaira. Cette présentation va durer 1 heure, on ne fera pas de pause, on va enchaîner directement juste après avec l'ensemble de l'équipe DailyFX sur scène qui vous livrera ses prévisions pour les semaines et mois à venir sur les paires et actifs préférés. Et vers 15h30, 15h45, on fera une petite pause avant d'enchaîner la dernière partie de cette journée. J'espère que vous avez bien mangé, même si c'était un petit peu la cohue, et que la journée se passe bien pour vous. Et n'hésitez pas à venir nous parler à la pause ou à la fin de la conférence. Nous serons à votre disposition. Voilà. Donc, la partie qui fait mal. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Short qui peut. Une vidéo, alors shorter ça veut dire vendre. Donc short qui peut ça veut dire vent qui peut et ça concerne les actions et ce scénario est un scénario de moyen terme qui part du principe que le CAC 40 n'ira pas au-dessus de 4500 à moyen terme mais retombera beaucoup plus facilement de 20% qu'il ne montera au-dessus de 4500 en direction des 5000-5500 points.
J'ai d'une part envie de dire que j'ai pourtant bien expliqué les choses, beaucoup de traders intraday pensent qu'il faut cherter qui peut en intraday tous les jours, et que c'est un petit problème de compréhension. Je pense aussi qu'en termes de timing, je n'ai pas été au top, et que mes deux collègues ici présents non plus. Donc nous allons commencer cette partie par un mea culpa. Pas de jet de pierre ni de tomate s'il vous plaît quand même. Donc nous avons en quelque sorte contre-performé, sous-performé l'indice français, puisque nous avons eu un indice français qui est quand même monté au-dessus des 4000 points, que je trouvais utopique à l'époque, de 7 à 8%. Donc on est dans des marchés exubérants, dans des marchés haussiers, dans des marchés sur des plus hauts historiques aux États-Unis. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on va essayer de vous démontrer pourquoi on a eu cet avis et pourquoi cet avis aujourd'hui est encore plus renforcé que jamais. Et me concernant, je voulais vous donner des petites précisions sur le fait que je parle de vente. Ce qui est plutôt compliqué, si vous voulez, c'est que sur Twitter, on parle en intraday, sur le forum en 4 heures, sur le site en journalier, dans les émissions sur BFM, on parle à moyen terme, donc il est toujours difficile de bien cadrer la situation. Pourquoi est-ce que je ne suis plus acheteur d'actions et pourquoi je suis plutôt vendeur agressif d'indices et notamment vendeur à moyen terme? Tout simplement parce que pour moi, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que les investisseurs, généralement, continuent de subir l'euphorie jusqu'au bout, se réveillent un matin à moins 5 ou moins 10 et ne peuvent plus sortir de leur position. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on a passé la barre des 4000, 4100, j'ai dit aux opérateurs que je pensais qu'il était bon de prendre des bénéfices sur les actions. Ça ne veut pas dire couper 100% de son portefeuille, ça veut dire couper 30, puis 50, puis 70%. Et potentiellement couvrir son portefeuille. Pourquoi pas tenter des ventes à moyen terme? On peut vendre 4100, 4200, 4300 avec des stops à 3, 4, 500 points pour viser des baisses de 4 à 800, voire 1000 points. Le fait est que très peu de personnes font du moyen terme avec des stops et des objectifs aussi larges. Et donc là, il y a eu un petit peu un paradoxe entre le profil de la majorité des clients qui font de l'intraday sur des IFX et le profil nécessaire et requis pour faire cette stratégie, pour mettre à profit cette stratégie de vente sur l'indice français. Donc voilà, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu tort, notamment sur le timing, et pourquoi les marchés continuent de monter avec exagération, exubérance, euphorie et autres adjectifs. Le but, c'est de passer en revue nos arguments. Et j'espère qu'à la fin, on aura 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Si tel n'est pas le cas, on sera à votre disposition par la suite. Et puis, de toute façon, j'espère qu'on sera amené à se revoir. Je ne vous force pas tous les deux à faire des excuses, hein, je l'ai fait pour tout le monde. C'est bon. Donc, nous allons commencer par les arguments macroéconomiques. Et je vais poser la question à nos deux spécialistes. Je vais commencer par toi, Philippe. On va parler donc de deux sujets, résultats des entreprises dans un premier temps, statistiques économiques dans un second temps. Et je voulais donc avoir un petit peu ton avis et des chiffres et des ressentis par rapport à la vague qu'on vient d'avoir de résultats américains et européens et ce que tu en penses. Les résultats trimestriels sont conformes aux attentes, puisqu'on les a révisés à la baisse, naturellement. On l'avait déjà fait au second trimestre, on l'avait d'ailleurs fait également au premier. Et puis surtout, je voudrais vous rappeler qu'en novembre 2012, il y a exactement un an, et 2 mois et demi après le début du QE3 de la Fed, qui a été renforcé en décembre avec les achats de MBS, déjà on avait noté un ralentissement. Et on se disait, oui, certainement, la Fed a bien observé ce phénomène et s'est dit qu'il fallait agir. Donc il a commencé à injecter, et là, la croissance, au lieu de s'accélérer, c'est littéralement étouffé. Pour les profits des entreprises, c'est pareil, la courbe de progression, qui était partie sur une pente annuelle de 13% début 2012, était arrivée à la fin de l'année à 4%. Mais on était quand même très très haut déjà l'année dernière, au mois de novembre, et on nous expliquait c'est parce que, en 2013, vous verrez ce que vous verrez, nous allons avoir une progression des bénéfices qui va rattraper ce petit passage à vide que nous avons connu au 4e trimestre 2012. Vous allez voir ce que vous allez voir en 2013. Donc parti sur des hypothèses de 15 à 17% de croissance des bénéfices. On en constate aujourd'hui précisément 5,6. C'est un constat purement mécanique, puisqu'en fait on regarde simplement le profit par titre distribué, profit réalisé. Or, les programmes de rachat de titres, qui ont quand même progressé, je le rappelle, de 300% depuis
2009, 300% de rachat de leurs propres titres par les entreprises. Donc on assèche le marché, on assèche les titres en circulation de façon à distribuer ce qui reste de profit entre moins d'actions, moins d'actionnaires. Donc on fait augmenter mécaniquement le profit par titre. Donc si vous retirez ce biais des rachats de titres qui font augmenter mécaniquement les profits, nous sommes en 2013 sur une progression strictement nulle des profits aux États-Unis. Alors vous nous direz, oui, mais les analystes regardent les marges qui, c'est vrai, eh bien, elles se sont maintenues. Alors comme j'ai quelques petites connexions en Californie, dans la Silicon Valley, je me suis demandé comment ce miracle était rendu possible alors que globalement on avait des chiffres d'affaires plutôt stagnants et une concurrence de plus en plus féroce de la Chine et une concurrence de plus en plus féroce naturellement du Japon par le biais d'un yen affaibli. Eh bien tout simplement les entreprises continuent de serrer les boulons et pour maintenir leur marge, eh bien elles compressent les effectifs. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que la reprise n'est pas créatrice d'emplois et ne le sera pas en 2013 et ne le sera pas davantage en 2014. Pour en revenir à la question des profits qui ne progressent pas en 2013, mais les actions progressent de 25 à 30%, eh bien tout simplement parce que comme fin 2012, on nous vend déjà le miracle 2014. Et si en 2014 on n'a pas de miracle, on nous vendra le miracle de 2015. Alors, on voit bien que tout ça n'est qu'une gigantesque escroquerie intellectuelle. Si les marchés n'étaient pas pilotés par les liquidités de la Fed, il est évident que là on aurait une vérité des prix et un mécanisme de fixation des prix qui serait totalement différent. Mais on est là dans un système de prix administré. Quand le marché est livré lui-même, pour voir où on va, il faut un gros QI. Quand on a des marchés administrés, pour les faire monter, on a juste besoin d'un gros QE. Donc pour moi, la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir si Yellen hier a enfumé tout le monde en disant qu'elle va continuer d'injecter, ou est-ce que la réalité de la reprise l'amènera à revoir un petit peu sa stratégie. Mais avant de passer la parole, je voudrais quand même dire que pour moi, les actions, pour ceux qui m'entendent de temps en temps sur BFM, c'est, on va dire, l'écume des choses, c'est un petit peu l'épiphénomène par rapport à la masse des produits financiers et des dérivés. Vous connaissez le chiffre, 750 000 milliards de dollars aujourd'hui, chiffre BRI, donc incontestable. Et puisque l'on peut facilement calculer le taux de progression de cet encours, il ne faudra pas attendre très au-delà de 2014 pour atteindre effectivement le million de milliards de dérivés. Et sur ce million de milliards, les actions ne représentent que 3,5% de l'encours. 500 000 milliards, c'est pour l'obligataire. Donc certes, les actions effectivement m'intéressent, me passionnent. C'est vrai que je suis comme tout le monde, je cherche à un moment à anticiper un mouvement. Sinon je pense qu'à ce moment-là, on n'a qu'à suivre. Et c'est pas compliqué de faire la bourse, comme je dis. On n'a plus besoin d'un grand QI, on a juste besoin d'un gros QE. Et ce qui me paraît aujourd'hui déterminant, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette sphère des 500 000 milliards de dérivés de dette? Parce que s'il y a un problème qui survient, il viendra de là. Il ne vient pas des actions. Je le répète, c'est un petit peu l'écume des choses. Olivier, concernant le... Essayez de respecter le plan. Un petit commentaire sur les résultats européens qui sont inférieurs aux attentes. Sur les résultats d'entreprise, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à dire. On a à surveiller, je pense, essentiellement ce qu'on appelle la top line, c'est-à-dire les chiffres d'affaires, parce que c'est de là que vont arriver les soucis. Si vous voulez, c'est très bien de conserver ses marges, c'est très bien de garder de la productivité environ tout le monde. D'abord, ça a une fin, c'est-à-dire que quand il ne reste plus que le président et l'hôtesse d'accueil, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est surtout que, forcément, quand vous avez viré quelqu'un, ses revenus n'augmentent pas. Ou alors, c'est qu'on est encore en France, mais dans les autres pays, ça n'augmente pas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre productivité, elle vous revient dans la figure par l'intermédiaire des chiffres d'affaires, comme un boomerang, quelque temps plus tard.
Et c'est ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passera très probablement aussi en Europe. Mais c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et là, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas grand moyen de relancer la croissance aux États-Unis, puisque vous êtes face à un État qui est surendetté, à des ménages qui sont surendettés, avec une épargne qui est zéro, et avec des revenus qui baissent. Donc moi, je veux bien qu'on me chante qu'en 2014, on rase gratis, et qu'en 2015 aussi, mais ça me paraît difficile d'aller chercher de la croissance. La croissance, elle peut venir de quoi si elle ne vient pas de tous ces éléments? Elle viendra simplement de l'État qui continuera à s'endetter pour essayer de faire de la dépense publique. Mais la dépense publique, ce n'est pas de la croissance. Alors, vous avez eu, entre 1998 et 2008, les Américains qui se sont endettés de 1000 milliards de dollars par an. Bon, il a bien fallu remplacer ces 1000 milliards de dollars par an qui n'existaient plus, et donc qu'est-ce qu'a fait l'État? Eh bien, l'État s'est endetté de 1000 milliards de dollars par an. Je vous rappelle que, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont calibré le quantitative easing à 85 milliards par mois, parce que 85 milliards par mois, ben, il se trouve que ça fait 1000 milliards de dollars dans l'année. Sauf que, ce que M. Bernanke n'avait pas prévu, ou en tout cas avait fait semblant de ne pas prévoir, et ce que Janet Yellen, sa successeuse, n'a pas l'air de prévoir non plus. Enfin, vous me direz, elle est aveugle, donc ça me paraît difficile de prévoir quoi que ce soit. Mais c'est que les QE, les 85 milliards,